On a beaucoup d'universitaires qui sont inquiets parce que globalement on a l'impression que la morale se substitue à la volonté de la vérité et que globalement on ne peut plus aborder la réalité que sous le prisme d'une forme de morale qui est très influencée par la pensée d'extrême gauche. Alors l'idée de cette enquête était de comprendre ce qui se passe en ce moment dans les universités. On voit qu'il y a une progression de comportement, de militantisme, d'idéologie qui peut parfois donner lieu à des actions assez radicales comme l'interdiction de jouer certaines pièces, de recevoir certaines personnes en conférence, de censurer des ouvrages ou des tags, des insultes, beaucoup de violence aussi sur les réseaux sociaux. Et on voit que c'est le milieu militant qui influence la pensée universitaire et non pas la pensée universitaire qui influence le milieu militant comme ça a été longtemps le cas dans la tradition universitaire française. On voit que ce sont des idéologies qui ont tendance à parfois avoir une approche du réel un peu particulière, qui vont faire appel à des concepts très militants comme la blanchité, le privilège blanc, le racisme structurel, le racisme d'État. Ce sont beaucoup le décolonialisme, enfin le colonialisme, l'idée que la France est un pays encore colonisé ou colonialiste. Ce sont des métaphores, mais à force de répéter ces métaphores, nous avons des gens qui finissent aussi par y croire et convaincre que la France est un pays réellement colonialiste. Alors, évidemment, oui, en France, bien sûr, il y a des injustices, il y a du racisme, il y a de la domination, il y a du sexisme, il y a évidemment plein de problèmes sociaux. Mais prétendre tout réduire à l'idée d'une domination structurelle nécessaire, tout lire à travers le prisme de la race, de la domination, de l'oppression, c'est faire bien peu de cas de la réalité qui se trouve en général être plus nuancée que ça. On a beaucoup d'universitaires qui sont inquiets parce que globalement on a l'impression que la morale se substitue à la volonté de la vérité et que globalement on ne peut plus aborder la réalité que sous le prisme d'une forme de morale qui est très influencée par la pensée d'extrême gauche. Il y a une espèce de volonté de déconstruction qui est une tradition française qui vient aussi du post-modernisme et qui aujourd'hui a tendance à un peu détruire tout sur son passage, à vouloir tout déconstruire, qui ne propose pas vraiment d'alternative, qui ne propose pas vraiment de monde meilleur, qui n'a pas d'idéal à offrir et qui fait un petit peu le lit de pensées ou de courants qu'on peut qualifier de séparatistes, même si le terme est à prendre avec beaucoup de précautions. On a voulu donner la parole à des universitaires qui, eux, se sont organisés et qui ont décidé de se structurer pour pouvoir travailler et pour pouvoir apporter une forme de contradiction intellectuelle à ces thèses qui se font passer pour scientifiques mais qui sont beaucoup d'assertions. L'idée, ça va être de déconstruire la déconstruction et on va avoir sur le site du Point beaucoup de travaux de ces universitaires qui vont publier des textes pour nous expliquer comment on déconstruit la déconstruction, pourquoi certaines pensées sont une imposture. On va dire qu'on a des penseurs structurants qui viennent, alors là plutôt de l'école américaine. On a Raman Grossfogel qui est un petit peu la matrice ou la structure mère du décolonialisme, qui lui est plus préoccupé par le décolonialisme sud-américain, mais qui offre des outils de pensée décoloniaux aux penseurs français. En France, on a évidemment Horia Boutelja, qui a été une des fondatrices du Parti des indigènes de la République. Une parole qui, à mon sens, aujourd'hui, est utile pour la compréhension de nos rapports et des guerres que cela peut impliquer si, effectivement, on ne réfléchit pas politiquement à la manière dont le racisme structurel nous abîme les uns et les autres. Et puis on a aussi pas mal de sociologues qui ont fait des travaux qui sont tout à fait intéressants, qu'il faut lire, dont on peut débattre. Mais on a par exemple Nassir Aghenif, qui est à Paris 8, on a Norman Ajari, qui est un philosophe franco-américain, dont on publie aussi une interview. Voilà, on a cette source
à la fois ce mélange un peu militantisme et universitaire. Et puis on a aussi, du côté étudiant, beaucoup de syndicats étudiants ou d'organisations étudiantes qui sont en général assez favorables à ces thèses qu'on appelle différentialistes, qui ont dans l'idée que voilà, il est important pour assurer plus de diversité, moins d'inégalité, plus d'équité ethnique, de prendre en compte la question raciale, et qui le défendent souvent de manière totalement assumée. Et puis on a encore un troisième cercle, on pourrait dire, d'influence, qui sont les associations identitaires. Je crois que c'est Gilles Kepel qui parlait d'entrepreneurs identitaires, qui vont finalement épouser une cause et décider de la pousser à leur avantage. Il y a dans ces mouvements-là l'idée que seuls les concernés ont le droit de porter une parole, qu'il faut être concerné pour avoir le droit à la parole. Cet homme blanc, voilà, ne peut pas incarner mais au sens littéral, ne peut pas incarner, ne peut pas représenter, ne peut pas porter dans son corps et ne peut pas porter dans sa chair, et là je reviens vraiment au corps et à la chair, pas au gène, au corps et à la chair. C'est pas lui l'antiraciste, il ne peut pas être l'antiraciste, et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une noire et une arabe. Il ne peut pas, c'est pas possible. C'est quand même quelque chose qui doit aussi nous interpeller, parce que c'est une forme de négation de ce qu'est toute la démarche universitaire, où on applique quand même une réflexion, un protocole, une forme d'éthique aussi sur le réel, et se demander est-ce qu'on peut être son propre sujet. Voilà, c'est aussi la question que nous posent ces mouvements-là. On voit fleurir énormément de thèses, de travaux doctoraux dans les universités où les gens racontent leur parcours et finalement rédigent une espèce d'égo-histoire, d'égo-sociologie, en considérant que leur expérience vaut presque science et principe.